généralement les personnes qui sont promues au poste de CRO, c'est plutôt des personnes qui viennent du monde du sales. Toi, dans ton cas, c'est plutôt le market. Et donc, ça m'intéresse un peu de comprendre pourquoi c'est pertinent. On voit le marketing comme étant optionnel. Et que ce qui va nous importer avant tout, c'est la capacité à closer. Sauf qu'en fait, la majeure partie des boîtes, quand tu leur parles, elles n'ont pas un problème de closing, elles ont un problème de pipe. T'arrives, faut réconcilier deux mondes qui, dans beaucoup d'organisations, sont assez difficilement réconciliables. C'est quoi les premières étapes que tu as mis en place pour régler ce problème de pipe du coup ? La première chose que j'ai faite, comme souvent quand je rejoins l'entreprise, c'est de créer une équipe BDR au milieu qui a comme mission de je récupère les leads et j'en sors des rendez-vous. J'ai envie qu'on parle un peu d'IA. Oui. Qu'est-ce que vous faites avec l'IA ? J'ai envie de te dire, c'est une philosophie. C'est de l'avoir pensé en système. On a regardé tout le funnel, on a regardé toutes les étapes qui marchaient pas bien et celles qui nous coûtaient trop cher pour fixer avec de l'humain. Ce qui coûte le plus cher dans une équipe revenu, c'est le management. Non seulement c'est chiant d'un point de vue argent, mais c'est aussi chiant d'un point de vue résultat, parce que moi je n'ai absolument aucune visibilité de ce qui se passe. Pour qu'on réussisse, il faut qu'un tel fasse ça. C'est non, tu as des choses que tu peux contrôler, donc déjà, une fois que tu es parfait sur ce que tu peux contrôler, là tu as le droit de venir chouiner sur ceux d'avant dans la boucle. Mais oui. Mais c'est tout. Et c'est con, mais ça change ça. Selma, tu es la première personne à venir 2 fois. C'est vrai ? Dans Conquête. Donc c'est très très cool. La dernière fois qu'on s'était parlé, t'étais pas chez Agorapples. Tout à fait. Et t'étais pas CRO. Tout à fait. Donc moi, ça m'intéresse que tu puisses déjà commencer par nous expliquer ce shift CMO-CRO, qu'est-ce que ça veut dire dans ton job. Et également, un autre sujet que je pense qui peut être intéressant, c'est que généralement les personnes qui sont promues au poste de CRO, c'est plutôt des personnes qui viennent du monde du sales. Toi, dans ton cas, c'est plutôt le market. Et donc, ça m'intéresse un peu de comprendre pourquoi tu penses que c'est pertinent, parce que je pense que c'est... Voilà. Pourquoi c'est pertinent, c'est quoi l'avantage que tu as par rapport à quelqu'un qui pourrait venir du sales, enfin voilà, un peu, tu as ce nouveau rôle un peu. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Ok. Donc oui, donc ça fait maintenant 18 mois que je suis CRO chez Agorapples. Donc dans le scope, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le marketing traditionnel, j'ai aussi les RevOps, j'ai les équipes commerciales, j'ai le account management et j'ai l'enablement. Voilà. Donc ultra classique. La chose que je n'ai pas et que tu as parfois dans les équipes revenues, c'est la partie CS, pour le coup, qui est à part avec le support. Voilà. Pourquoi tu les as pas ? Parce que je pense déjà que j'ai aucune compétence D'accord. dedans, ce qui est déjà une bonne première étape. Okay. Et deuxième chose, c'est que mon travail, c'est de me focus sur le revenu. Donc à partir du moment où l'AM est de mon côté, la partie vraiment suivie du client au quotidien, je suis beaucoup moins pertinente. Ouais, ok, d'accord. Ok. Et donc, CMO, CRO ? Oui, donc pourquoi de CMO on est passé à CRO ? Alors, tout ça vient d'un déj, parce qu'évidemment, c'est pas un parcours qui est hyper naturel. Comme tu le disais, on voit plutôt un VP Sales à qui on propose de prendre le poste de CRO parce qu'on voit le marketing comme étant optionnel et que ce qui va nous importer avant tout, c'est la capacité à closer. Sauf qu'en fait, la majeure partie des boîtes, quand tu leur parles, elles n'ont pas un problème de closing, elles ont un problème de pipe. Et quand on se met avec ce prisme-là, le fait d'avoir un VP Sales qui devient CRO, qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu mets juste plus de pression et tu matraques encore plus ton marketing sur du résultat court terme. Alors que si tu prends vraiment l'autre approche qui dit que j'ai un problème de pipe, j'en ai conscience, donc je vais prendre quelqu'un qui sait gérer un problème de pipe, et ben tu vas embaucher côté marketing. La discussion a commencé comme ça, donc avec Émeric, qui était le CEO d'Agorapples à l'époque. On parlait tous les trimestres de justement comment ça se passait côté marketing, quels étaient ces problèmes de pipe, comment est-ce qu'on pouvait les résoudre. Et de fil en aiguille, on a discuté, et ça a fini par rejoindre et essayer de régler le problème pour moi. Ok. Voilà, aussi simplement que ça. Mais du coup, la manière dont tu décris les choses, je me dis, finalement, tu aurais pu prendre un poste de CMO. Oui. Tu vois, vu que le problème était un problème de pipe, et pourtant, tu as pris aussi un scope qui est très sales. Oui, parce que quelle est la problématique quand tu embauches un CMO alors que tu as un problème de pipe ? Je pose la question à toi. Ah, c'est une vraie question. Okay. Oui, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un CMO et que tu as un problème de pipe ? C'est focus lead et puis après la partie conversion elle passe souvent un peu à la trappe. C'est ça. Donc la problématique c'est que tu vas pas régler ton problème de pipe, tu vas régler ton problème de lead à la rigueur. Tu vas avoir plein de leads qui vont attendre sur l'étagère que quelqu'un se penche. Donc il te faut vraiment quelqu'un qui ait la main complète et qui est capable d'aller taper partout en disant hey, t'as fait quoi des leads qu'on t'a donné ? Oui, et la valeur des leads. Il y a aussi la réflexion sur la valeur des leads qui rentre en compte. Et donc, oui, toujours. Sinon, c'est toujours le débat de quantité versus qualité. Oui, exactement. Ouais, mais on en a fourni assez, oui, mais ils sont pas assez quali. Oui. Et tu recommences tous les ans la même discussion. Donc, si tu as quelqu'un qui est honneur de la qualité et de la quantité en même temps et qui va porter ce message dans toutes les étapes du funnel, c'est là que tu commences à avoir de la valeur. Est-ce que j'étais spécialiste sales ? Donc, j'ai été BDR et j'étais AM dans ma carrière. Donc, j'avais quand même une appétence, si tu veux, côté business. Mais j'ai pas porté un quota de sales enterprise moi-même. On va être très clair. J'ai pas cette compétence-là. Est-ce qu'elle m'était nécessaire dans ce job ? Non. Parce qu'il y avait des AE qui étaient très bien, il y avait déjà des head of sales qui étaient très bien aussi. En revanche, ce qui manquait, c'était vraiment cette capacité à faire un funnel de bout en bout qui fasse sens d'un point de vue argent, donc est-ce que c'est rentable, mais qui fasse aussi sens d'un point de vue développement. Sinon, on en revient à j'ai pas assez de leads.
Ouais, ok. Et du coup, toi, t'arrives, faut réconcilier deux mondes qui, dans beaucoup d'organisations, sont assez difficilement réconciliables. C'est quoi les premières étapes que tu as mis en place pour régler ce problème de pipe, du coup, qui est vraiment l'intersection entre le market et les sales? Je rajoute un petit élément de contexte, qui était qu'on partait d'un monde PLG, qu'on Oui. transformait en un monde mid-market. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans des modèles PLG? Ça fonctionne 100% inbound. Tu as tes leads qui arrivent, tu les traites. Donc la première façon dont ils ont essayé de traiter le mid-market avant mon arrivée, c'est de se dire, on a juste des leads plus gros qui arrivent, on met un commercial en face pour les traiter. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est que déjà tes budgets vont vite se retrouver bloqués, parce qu'acquérir des leads de qualité sur des boîtes assez grosses, soit tu te prends un mur, soit tu te prépares 18 mois en avance. Parce qu'on le sait, ça coûte très cher. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'une fois que tu as habitué tes sales à ne vivre que sur l'inbound, comment tu les formes sur l'outbound, leur capacité eux-mêmes à générer du pipe? Troisième chose, c'est que vu que le marketing continue à être indexé sur sa capacité à faire du lead et que le sales était sur sa capacité à closer, il n'y avait pas ce lien entre les deux. Donc la première chose que j'ai faite, comme souvent quand je rejoins l'entreprise, c'est de créer une équipe BDR au milieu qui a comme mission de je récupère les leads et j'en sors des rendez-vous. D'accord. Cette équipe n'existait pas. Elle n'existait pas. Pardon. Ils ont essayé 2 fois, ils se sont pété les dents 2 fois avant mon arrivée, parce que l'attente qu'ils avaient du BDR n'était pas une attente réaliste. D'accord. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'un bon BDR était capable de faire du pipe from scratch. Donc tu lui donnes une liste de comptes et vas-y, démerde-toi. Ça fait à peu près 10 ans que ça marche plus. Je pense qu'on est d'accord. Voilà. L'idée, c'est plutôt de se dire, la première chose qu'on a, c'est en effet, on a un fort volume de leads du marketing. Donc poussons ça au maximum et voyons ce qu'on peut en tirer de ces leads. Et ça nous a fait notre croissance pendant 1 an. Juste cette capacité à mieux gérer des leads marketing, à les transformer via BDR, puis via AE, ça nous a permis de faire 40% de croissance tout au long de l'année. Donc c'est pas négligeable. Là, maintenant, on se prend le deuxième effet qui se coule, qui est que je pense qu'on est un peu au maximum, tu vois, de ratio de ce que j'investis versus ce que je peux espérer en termes de leads court terme. Donc il va falloir qu'on investisse fortement sur la marque et la création d'audience en amont, mais on sait que ça va prendre du temps. Donc le temps que ça se fasse, il faut former les AE et les BDR sur leur capacité à faire du vrai outbound en fait. Pas de la outbound débile, de la outbound intelligent et de la outbound du coup marketisée. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pensais que je maîtrisais absolument pas la outbound parce que c'est une technique commerciale de base. Et en fait les sales non plus. Ah bah oui. La seule façon de le faire, c'est via le marketing. Bah oui. 100% d'accord. J'ai donné un exemple débile. J'ai posé la question à mon patron sales Yémier parce qu'il me disait que la outbound ne marchait pas. Ok, très bien, dis-moi ce que tu fais. Ah on prend des listes et puis on les appelle, mais on n'a rien à leur dire. Oui, jusque-là, ça me paraît plutôt normal. Je lui ai dit, est-ce que tu n'essaierais pas quelque chose de tout bête? Tu tapes le nom des concurrents dans LinkedIn. Il y a forcément quelqu'un qui va poster un post un peu énervé parce qu'ils ont forcément fait une connerie. Tu regardes tous ceux qui ont liké, tu regardes le hauteur du post et tu les contactes. Vous avez fait ça? Ah non. Ok. Est-ce que vous mettez naturellement sur LinkedIn toutes les personnes à qui vous parlez dans les réunions commerciales? Parce qu'ils ont forcément des réseaux et donc quand ils vont liker vos posts, ça va les proposer à d'autres personnes du même réseau. Ah non, on n'a pas le réflexe. Les gars, on vend une solution qui gère les réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait être bon dans ce qu'on fait? Et donc, donc, tu vois, cette notion de l'outbound à la sales versus la notion de l'outbound au marketing qui pense déjà en système, en concept, de quelle histoire on va raconter à qui, ça a énormément de valeur. En vrai. Oui, proposition de valeur, audience, personne. Ok, d'accord. On en revient à la base. Ouais, non, mais ok. Bon, ça m'a évoqué plusieurs questions. La première chose, c'est. Toi, j'ai bien compris, donc tu as une équipe revenue. Donc la question, elle s'applique, je crois pas particulièrement à toi, mais vu que c'est une question que je sais que beaucoup d'organisations se posent, ça m'intéresse d'avoir ton avis sur le sujet. Les BDR, dans ce cas-là, on voit bien qu'ils sont pile poil à l'intersection du marketing et des sales. Oui. Et donc se pose régulièrement le débat de est-ce qu'on les met côté sales ou est-ce qu'on les met côté market. Vu que c'est des gens qui prennent le téléphone, la logique voudrait qu'ils soient côté sales. Pour autant, côté marketing, c'est particulièrement intéressant parce que ça leur permet d'être au contact justement de ces sujets de proposition de valeur, etc. etc. Du coup, tu conseilles quoi? Alors, j'ai pris des décisions très différentes. Et là, je vais te dire ce que je viens de décider. Ok. D'accord. Donc là, les BDR, ils vont reporter à partir du 1er juillet à mon organisation commerciale. D'accord. Et pas marketing. Ok. Pourquoi? C'est la vraie question. Bah oui, c'est ça. Par le passé, j'avais l'habitude de mettre les BDR au marketing. Pourquoi? Parce que mon problème principal, c'était le traitement des leads marketing. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce traitement-là, il est compris, il est intégré, ils savent faire. En revanche, là où ils sont pas bons, c'est lorsque le lead devient de plus en plus froid. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas assez de nurture en amont, et aujourd'hui encore, j'ai pas les volumes pour les nourrir de leads très chauds. Donc j'ai besoin qu'ils soient meilleurs sur le traitement du froid-ish, quoi, un peu tiédasse. Oui. Okay. Et là, pour le coup, c'est une vraie compétence commerciale. D'être capable de justement créer son portefeuille, de le travailler en profondeur, un truc tout bête, je vais les mettre sur l'expansion. Oui, il y a plein de trucs extrêmement évidents qu'on ne faisait pas. Mais tu signes un client, tu vas
Tu vas taper dans toutes les autres filiales. Ça, j'ai besoin que ce soit une compétence commerciale à la base de comment tu choisis, comment tu sais à qui tu vas parler, comment tu utilises la relation que tu as construite avec ton prospect pour aller maintenant client, pour aller démarcher les autres. J'avais besoin qu'ils acquièrent tout ça. Donc demain, ils sont côté commerce. Ce qui ne veut pas dire que dans un an, je ne vais pas changer d'avis. Et pourquoi des BDR pour gérer l'expansion et pas les AE ? Alors, parce qu'on est mid-market SMB, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petites filiales et de petits comptes. Ok. Et que ça me coûte trop cher. D'accord, oui, non, je comprends. Oui, puis du coup, il faut développer la relation, mais c'est pas non plus le même type de relation que dans du enterprise. Et puis, c'est pas la même personne. Si tu veux, si c'est la même personne, c'est l'AM qui gère et c'est un commercial, tout va bien. Mais c'est vraiment j'ai signé Decathlon France, viens Decathlon Allemagne. Decathlon a l'air d'être un mauvais exemple parce que c'est une grosse boîte. J'allais te faire la remarque. Ouais, mais en fait, non, quand tu te mets à l'échelle d'un département de social media, c'est pas si gros. Oui, ok. Ok, intéressant. Quand j'ai créé l'équipe, je l'ai prise en direct. Je l'ai mise au début ni côté marketing, ni côté sales. D'accord. Et la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que justement, j'avais besoin de savoir où était le problème. Pourquoi ils s'étaient... En fait, comme ils ont essayé 2 fois de monter cette équipe et que 2 fois ils sont plantés, forcément, quand tu la recrées, tu as un petit peu de stress. En disant, je vais refaire la même connerie que tous ceux qui sont passés avant. Donc l'avantage, c'est quand ils me reportaient, je pouvais voir exactement les problèmes. Ça m'a permis d'être au contact du terrain et de spotter le « Ah, ok, ça, ils savent pas traiter. Ah, ok, ça, ils savent pas faire. » Et de pouvoir les aider. Ok. Bon, très bien. Sur la logique du coup PLG mid-market, sur ce shift-là, du coup, c'est quoi aujourd'hui les efforts que vous continuez de mettre sur la partie PLG ? Plus du tout. Non. Ok. En fait, c'est assez naturel. Je vais te raconter une petite histoire quand j'étais chez DocuSign. Donc, j'étais en charge de la partie PLG. J'avais pas de budget. C'était merci, est-ce que tu peux développer l'Europe pour nous ? Qu'est-ce que je suis allée faire ? Je suis allée prendre les budgets digitaux de tous mes copains qui étaient sur la partie Enterprise et mid-market et je leur ai dit, je gère le digital pour vous. Parce que je savais que 9 leads sur 10 que j'allais générer allaient être pour ma gueule, en fait. Donc j'ai pris leur budget, je leur ai donné le volume de leads dont ils avaient besoin, et tout le reste était pour moi. Et en fait, la même logique s'applique là, c'est qu'une immense partie de ce qu'on fait va quand même ramener du lead destiné à du PLG. Et l'essentiel du travail, quand tu montes en taille de compte, c'est justement d'avoir une machine de triage pour que tes AE arrêtent de passer du temps sur des leads trop petits et qui font en sorte que ce n'est pas du tout rentable. Oui. Ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Tu as dit que tu allais commencer à investir sur la partie notoriété pour justement commencer à ouvrir un peu plus le scope de l'audience. Comment tu arrives à faire ça et notamment à convaincre de ça ? Parce que souvent, dans une boîte comme la vôtre qui est très lean, où il y a des vrais enjeux de rentabilité, sur lesquels tu as déjà fait un shift PLG vers SLG, et sur lequel, tu vois, il y a vraiment cette logique lead gen, on convertit, machin, enfin, une machine bien huilée, quoi, que de toutes les boîtes en rêvent. Encore du travail, oui. Non mais voilà, tu vois, théoriquement en tout cas. Là, se mettre à investir dans de la noto, bon, moi je comprends l'intérêt, oui, mais, tu vois, mais quand tu regardes, mais par exemple, est-ce que ton CFO comprend l'intérêt, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il va falloir lui expliquer, je vais investir plus d'argent, je vais pas récolter mes petits tout de suite, donc en fait ça risque de dégrader mon CAC, etc., etc. Comment est-ce que tu arrives à mener cette négo ? En fait, on l'a géré on the side. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris le budget qui est destiné à la lead gen, qui est en rapport avec l'objectif du mois, du quarter, de l'année, etc. Donc on a fait notre budget. Et ensuite, on s'est mis une enveloppe à part, où on n'en attend rien. Et on assume que cette enveloppe, elle n'est pas prise en compte quand on regarde mes chiffres. Et on n'en attend aucun résultat dans les 6 mois. Ah ouais ? Ouais. Oui, bon, par contre, t'es tombé sur le bon interlocuteur pour accepter ce truc-là. En fait, reprenons. Tu commences la discussion en disant, voilà où en est mon CAC aujourd'hui. Il ne va faire que se dégrader parce que je peux voir que le coût d'acquisition d'un lead supplémentaire est très au-delà de mon coût d'acquisition au lead moyen, ce qui veut dire qu'on a atteint un palier. Donc soit on continue comme ça, et je sais qu'on ne va pas réussir à développer en matière de revenus, notamment l'année prochaine, soit on accepte d'avoir justement ce budget on the side, comme ça il ne dégrade pas les résultats de l'année en cours, mais on sait que ça nous permettra à garder le même niveau d'investissement l'année d'après, pour des résultats en hausse. Donc c'est un peu comme si je préemptais le budget 2027 et que je l'avais déjà pré-négo en 2026 parce que je sais que j'ai minimum 1 an avant de voir du résultat.
Oui, mais là, t'es en train de me donner tes arguments de négo. Bah oui, mais je suis pas trop utile. Oui, non, mais ok. Donc, et ça, donc, t'arrives à convaincre de... Enfin, je veux dire, évidemment que c'est logique, mais si tu veux, comptablement, ton budget, il existe. Oui. Et il a un impact sur la bottom line. Oui. Donc, il y a un moment donné, effectivement, il faut que tu arrives à faire comprendre aux gens que... Tu mettes ailleurs dans le PNL. C'est tout. Ouais. Je t'explique. J'ai un CEO, pour le coup, j'ai un peu le CEO inverse de beaucoup, c'est-à-dire que mon CEO, justement, il est très, très marque, très, très chose comme ça. Et on lance un nouveau produit, tu connais Emric, et on lance un nouveau produit dans 15 jours. Ce nouveau produit, on sait qu'on a besoin d'abord de le confronter au marché. Donc, ce que fait le produit très rapidement, c'est Archie. L'idée, c'est que tu prends une grosse pièce de contenu, par exemple ton webinar, il va te faire des shorts, des messages que tu postes sur les réseaux sociaux en fonction de ton tone of voice, de qui va poster, de ce qui marche mieux à cette heure-là, etc. Tout ce que tu peux imaginer. Sauf qu'on sait que avant de pouvoir vendre ce produit pour de vrai, on a besoin d'avoir des retours de nos potentiels clients, et puis on a surtout besoin de faire du volume. Parce qu'encore une fois, c'est la tarification au token. On sait tous quand tu passes de la tarification au siège à la tarification au token, c'est hyper galère et casse-gueule. Donc on a besoin de cette phase de transition. Oui, tu as des conversations que tu n'as pas envie d'avoir. Exactement. Donc je suis absolument incapable de me dire le revenu que ça va générer en 2026, cette histoire. Parce que le temps qu'on décide, le temps qu'on mette en place et le temps qu'on puisse commencer à vendre, je suis déjà à la fin d'année. Sauf que qu'est-ce qui se passe si je promeus jamais ce truc-là ? Eh ben, il ne marchera jamais, donc on n'aura jamais de personne avec qui construire. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai réussi à expliquer ce besoin d'un budget on the side qui n'est pas pris en compte dans le PNL, mais qui va justement servir les efforts long terme. Et une fois que la porte était ouverte avec ce produit, ça a ouvert la deuxième porte qui est, du coup, faisons ça pour tout ce qui est OP de com long terme. Ok, et ta roadmap produit, tu la connais combien de temps à l'avance ? En fait, on a des cycles de 2 mois côté produit. Ce qui fait qu'on valide, on verrouille 2 mois à l'avance ce qui va être produit. Et sinon, on a une idée vague de ce qui va sortir. Ouais, mais du coup, effectivement, tu peux en plus capitaliser sur le fait que on sait qu'on va sortir des trucs tous les 2 mois. Je sais pas exactement à l'avance ce que ça va être, donc il va falloir en plus que je puisse préparer ce truc-là. Ok, ouais. Exactement. En sachant que je vois beaucoup d'histoires de gens qui se mettent la rate au courbouillon entre la vraie date de lancement du produit doit être la vraie date de communication sur le marché. Mais en vrai, on s'en fout. Ah oui, non, complètement. Oui, mais ça, les gens ne comprennent pas. Le produit m'a pas dit quand ce serait dispo, du coup, je ne sais pas quand communiquer. J'en sais rien, mais une date au pif dans 3 mois et puis tu verras, et qu'il soit prêt, pas prêt. Ah, mais complètement. Ah oui, non. Oui, 100%. Ok, et bon, je reviens du coup. Switch, PLG, SLG. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand on fait ce switch-là, on augmente le nombre de people au sein des équipes, parce que du coup, BDR, etc., etc. Vous, dans votre cas, vous avez fait ce switch-là, et en plus de ça, la taille de l'équipe au global a été un peu réduite. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? On l'a fait en 2 temps. Donc, en fait, quand je suis arrivée, ça ne fonctionnait pas. Mais j'étais incapable de savoir si ce move in market ne fonctionnait pas à cause de nous ou à cause du marché. Toujours le problème. Donc, quand tu regardes les 3 choses à faire, dans l'absolu, déjà, il faut de la croissance. Ensuite, il faut de la croissance qui soit scalable, donc être capable de montrer que tu es capable de faire ça à grande échelle. Et ensuite, il faut montrer qu'elle est profitable, ta croissance. D'accord ? Donc, j'ai fait ces étapes-là dans l'ordre. Donc, au début, j'ai staffé. Pendant les 6 premiers mois, j'ai accepté, on a validé qu'on allait perdre de l'argent, le temps de staffer toute l'équipe et de voir ce qu'on était capable de générer en revenus. Okay. On a vu que justement, avec cette méthode-là, on était capable d'augmenter fortement l'argent qu'on était capable de ramener. C'était toujours pas dingo, mais c'était quand même du plus 30, plus 35%. Une fois qu'on s'est dit ça, on a identifié qu'en fait, il y avait énormément de moyens investis dans des endroits qui n'arrivaient pas à décoller. Je donne un exemple. Marché d'art, on avait une personne qui faisait du contenu en allemand, une personne qui faisait du field en allemand, une personne qui faisait BDR allemand, ce qu'on appelle un senior BDR, donc la gestion des opportunités SMB, et un AE. Tout ça pour amener, grosso modo, 2000 balles de MRR. Donc autant dire que cette équipe était très très loin de se payer. Donc, au début, on ouvre les vannes, on teste. Au bout de 6 mois, on relève les compteurs. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas ? Je me suis rendu compte de quoi ? Mon budget marketing était beaucoup trop gras, je l'ai divisé par 2. Ça m'a fait mal, parce que ancien CMO qui divise son budget, j'ai eu avec moi-même la discussion que je n'aurais jamais voulu avoir. Bref. Deuxième chose, j'ai commencé une dérégionalisation. On avait justement un peu ce playbook de pour être bon en Allemagne, il faut que tu fasses de l'allemand. Et j'ai assumé d'être mauvaise en Allemagne. Tout simplement. Parce que j'arrive pas à être bonne de toute façon. Donc acceptons d'être mauvais et d'attraper uniquement les personnes qui sont à l'aise avec le fait d'avoir des deals avec des équipes multiculturelles. Point. Donc j'ai consolidé tout en anglais. En fait, l'idée maintenant de base, au lieu de se faire chier à essayer d'avoir en même temps tout ce qui sort en 50 langues, c'est tout ça en anglais et les trucs bien, on les localise en français. Ça marche toujours bien, on localise en allemand. Ça marche toujours bien, on localise ailleurs. Point. Pas plus que ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que du coup, tu vas forcément avoir moins de pipe sur l'Allemagne pure, ou moins de pipe sur la France pure, mais tu vas avoir plus de pipe worldwide, parce que du coup, tes contenus peuvent toucher plus de gens qui te coûtent moins cher. Un lead en Pologne, ça te coûte 10 fois moins cher qu'un lead en UK. On va être très clair. Sauf que quand tu fais ça, tu as quand même un AE allemand à nourrir. Donc là, on est sur la fin du process, qui est que justement, les personnes qui sont monolangues n'ont pas de place chez nous. C'est minimum ta langue plus l'anglais. Et on répartit tous les leads anglophones, et on te complète avec les leads qui tombent sur ta langue.
Ça aussi, c'est un gros process dans la tête des gens, parce que quand tu es sales, c'est très territoire. Ça, c'est mon territoire, c'est ma liste de comptes. Et non, moi, c'est... Non. Mais du coup, en plus de ça, la personne qui gère le marché d'art, elle est basée à Paris ? Oui. D'accord. C'est un peu l'avantage tout de même, c'est-à-dire que déjà physiquement tu n'es pas dans le pays que tu adresses, donc le fait de penser global est beaucoup plus logique. Quand tu es basé en Allemagne et qu'on te dit il faut que tu penses global, mais en même temps on attend de toi que tu... Il y a un truc un peu schizophrénique. Là c'est un peu... c'est... Ok. Donc effectivement il y a vraiment cette vision globale avec effectivement tu as ce truc où les leads allemands on attend de toi que tu puisses les traiter en allemand par exemple. Exactement. Mais en fait, dès le début, vu qu'on a cette politique de recrutement worldwide, par exemple, mon BDR allemand, il est en Italie. Ça te verrouille déjà des très bons profils, parce que c'est difficile de trouver des jobs 100% remote quand tu travailles sur un autre marché que le tien. Mais surtout, nous, ça nous permet aussi d'avoir quelqu'un qui est, par défaut, multiculturel. Oui. Qui va être ouvert à ça. Et oui. Ouais. C'est un bon moyen de trier. Ok, très bien. Tu as aussi fait un switch qui est intéressant, c'est sur la manière d'envisager les différents pôles de l'équipe, où il y a un peu les pôles classiques, surtout sur la partie marketing, où tu pourras avoir ton paid, ton SEO, ton machin, ton bidule. Là, en fait, tu as transformé ton équipe avec, en raisonnant en termes d'étapes du funnel. Ouais. Je veux bien que tu t'expliques. Ouais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui coûte le plus cher dans une équipe revenu, c'est le management. Et maintenant que je suis CRO et que je le vois, ça me fait bien chier, parce que mine de rien, ce sont plein de gens qui coûtent donc cher, parce que c'est des managers, et qui n'ont pas de revenus associés en face. Donc il faut être sûr que l'impact, il est vraiment de la valeur. Le pire qui peut arriver, c'est de stacker. Tu vois, t'as ton CRO, t'as ton VP marketing, et puis après t'as ton head of demand gen, et puis après t'as ton équipe. Et non seulement c'est chiant d'un point de vue argent, mais c'est aussi chiant d'un point de vue résultat, parce que moi je n'ai absolument aucune visibilité de ce qui se passe, la chaîne est très très lourde. Donc ça fait sens quand t'as des très grosses équipes, mais pour nous, quand je suis arrivé, il y avait 21 personnes au marketing, ça faisait pas sens. Surtout que maintenant l'équipe c'est plutôt 10-12 personnes. Donc absolument inutile. Ce que j'ai fait du coup, c'est d'avoir des patrons opérationnels qui sont en charge 100% d'une étape du funnel, mais qui doivent aussi créer leur propre acquisition, du waterfall at scale. C'est-à-dire que tu as une équipe bread et content, qui eux, leur objectif, c'est vraiment de générer de l'audience, de créer une audience, de générer de l'attention. Okay. Tu as une équipe qui est demand gen. Donc cette équipe-là, c'est ce que j'appelle go-to-market, parce qu'en fait c'est un mix entre demand gen et PMM. On en parlera plus tard si tu veux. Ouais. Et donc cette équipe-là, elle est vraiment en charge de la conversion, mais ils sont aussi en charge de certains sujets d'audience. Par exemple, c'est à eux de trouver des audiences qui vont faire du content syndication, qui ont un objectif de conversion, mais pas que. Il y en a aussi avec juste un objectif d'audience. D'accord ? Donc chacun en fait a un objectif de création de contact afin d'être sûr que les gens ne se posent pas uniquement j'attends que l'équipe de dessus me donne tout ce dont j'ai besoin pour bouffer. Okay. L'équipe d'après qui est l'équipe de conversion, donc encore une fois, je crée une audience, je crée des leads, je crée des MQL, je récupère ces MQL et je les convertis en opportunités commerciales, les BDR, et je récupère ces opportunités commerciales et je les convertis en clients signés, les sales. Donc il n'y a plus cette notion de je suis marketing versus je suis sales et je me tape sur la gueule, puisqu'il n'y a plus d'équipe qui porte ces notions-là. Donc il y a plus d'histoires, hein. Ça n'a pas enlevé les histoires, elles sont juste plus petites. J'allais poser la question. Non, mais ne rêve pas. Mais c'est beaucoup plus gérable pour moi parce que du coup, je suis manager direct de ces équipes, donc je peux apporter le même niveau d'attention à chacune des étapes du funnel, et régler les bisbilles en étant là, tout simplement. J'ai pas à attendre que ça escalade, donc ça devienne vraiment ingérable avant de me toucher. Bien sûr. Ok, très, très intéressant. Du coup, les métriques, parce que notamment, tu dis, il y a toute la première partie du funnel, c'est sur de la création d'audience. Oui. C'est quoi la métrique de succès de ce truc-là ? Alors moi, c'est uniquement un pool de gens, un pool de comptes et un pool de gens que je vais pouvoir retravailler par la suite. Donc c'est uniquement la pénétration de marché. Ok. Donc c'est vraiment combien de comptes ont interagi avec nous d'une façon ou d'une autre dans les 12 derniers mois. Donc ça peut être de l'engagement social media. Ça peut être de l'engagement social media, ça peut être des followers, ça peut être des likes, ça peut être n'importe quoi. Moi j'ai un pool de comptes et je veux savoir dans ces comptes-là combien ont commencé à nous connaître. D'accord. Donc à un moment donné, il y a quand même un travail de réconciliation de la donnée entre j'ai mon followers, j'ai mon engageur, c'est potentiellement la même personne. Oui. En gros, reprenons. Imagine que j'ai 20 000 comptes cibles. Worldwide, d'accord ? Mon travail, c'est de me dire sur ces 20 000, combien ont commencé à interagir avec nous. Peut-être que là-dedans, il y en a 10 000 qui ont réagi d'une façon ou d'une autre à n'importe quel com au cours de l'année. Ça, pour moi, c'est mon audience. Okay ? Et cette première équipe est évaluée sur sa capacité à faire augmenter ce chiffre dans le pool que j'ai donné, quand même. La deuxième équipe, c'est cette capacité à pas uniquement faire de l'interaction, mais de l'interaction qui est suffisamment qualitative pour que ce soit considéré comme prêt à un appel d'un BDR. Donc, ils ont un travail de conversion de cette audience, donc tout ce qui est nurture, etc. Mais ils ont aussi un travail de génération, eux, de personnes qui sont déjà prêtes à être converties. Parce que tout le monde n'est pas là en train d'attendre que tu leur parles. Il y a déjà des gens prêts à acheter. Tout à fait. Et donc, eux ont ce double travail de travailler ce qui leur arrive de l'amont et de générer leur propre volume de MQL.
Donc eux, leur objectif, c'est vraiment la création de MQL en respectant les taux de conversion suivants. Donc chacun, mon objectif, c'est le volume que je dois donner à l'équipe d'après et le respect des taux de conversion. Sinon, c'est trop facile. Bah bien sûr. Ah non, mais c'est sûr. Voilà. Donc c'est ce volume de MQL avec ces taux de conversion-là. Si jamais les taux de conversion se dégradent, tu dois en fournir plus pour qu'à la fin, on arrive au même résultat. Okay. BDR, c'est pareil. Ils ont un objectif qui est la production de rendez-vous, d'accord, mais qui soit sur ce qu'apporte le réseau marketing, donc l'inbound, soit vraiment de ce qu'on appelle la outbound ou self-gen chez nous, pour justement pas appeler ça outbound, de génération tout seul. Pareil, et le sales doit traiter ce qu'on lui donne, mais aussi lui générer son propre pipeline. On part du principe que chacun doit générer 20 à 30% de son résultat. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai fixé les objectifs, je me suis assuré qu'en fait les objectifs n'est pas à reposer sur l'activité de la personne en question. Je vais te donner un exemple. Je suis OK, si mon BDR ne traite que les leads marketing, je vais réussir à faire mon chiffre. Mais si lui veut faire son quota, il faut qu'il fasse son outbound. Donc s'il veut gagner de l'argent, il n'a pas le choix, il faut qu'il mette ses pierres à l'édifice. Donc je suis à peu près sécurisée parce que le niveau de risque est relativement bas parce que je l'étale sur tout le monde et j'enlève la partie de construction de pipe de chacun. Donc si en fait mon pipe depuis le début il fonctionne, ça passe. Mais pour que chacun soit performant, il faut qu'il réussisse cette partie perso. Oui. Et le fait de réussir cette partie de perso, en plus tu te dis si jamais le pipe qu'on est censé m'amener précédemment, ça le fait pas, j'ai les compétences pour pouvoir les compenser. Il y a aussi ce truc-là. C'est une discussion typique que j'ai avec mon patron commercial. C'est quand il commence la discussion avec moi chaque semaine, c'est j'ai pas assez de pipe, j'ai pas assez de DAC now, donc qui sont les demandes de démo. Je fais OK, merci de nous donner l'info, mais ton outbound, il en est où? On va commencer par cette discussion-là. Il fait non, mais l'outbound, on n'y arrive pas, mais tu comprends, c'est difficile. Parce que demande de démo, c'est plus facile, tu crois? Oui. Et en fait, puis du coup, ça c'est ta responsabilité et l'autre c'est les responsabilités des autres. Donc, et à chaque fois, c'est oui, mais pour qu'on réussisse, il faut qu'un tel fasse ça. C'est non, tu as des choses que tu peux contrôler. Donc déjà, une fois que tu es parfait sur ce que tu peux contrôler, là, tu as le droit de venir chouiner sur ceux d'avant dans la boucle. Mais oui. Mais c'est tout. Et c'est con, mais ça change ça. Bah c'est clair. Oui. Non mais au moins tout le monde est au clair sur ses responsabilités quoi. Voilà. Tu fais ton chiffre, c'est ta responsabilité. T'as pas assez de demandes de démo, on s'en fout. T'es censé faire au moins 50 à 60% avec ce qui te donne plus ta propre prospection. Ok. C'est quoi votre CRM? Alors, on est en pleine migration. Donc, aujourd'hui, on a un HubSpot plus Salesforce et on est en train de dégager Salesforce. Ok. Ça nécessite quand même donc 2 questions un peu techniques, mais tes 20 000 comptes, du coup, ça te demande au départ de bien les mapper, d'identifier qui sont les personnes au sein de ces comptes qu'on va aller adresser, s'il y a différentes filiales, etc. Non, même pas. Cette partie-là, même pas? Non, même pas. Okay. On est des grosses feignasses, déjà. Ouais. Et puis, et ça demande beaucoup. Encore une fois, est-ce que c'est rentable de faire tout ce travail? Je suis pas méga convaincu. Oui. Puis en fait, le truc, c'est que quand le compte il arrive, je veux dire, ton BDR, il regarde est-ce qu'il y a des filiales, et puis en fait, c'est le sujet réglé, quoi. Si on se dit, par exemple, il faut 15 000 touches, 15 000 comptes touchés, que je les mappe avant et que je regarde que c'est 15 000 sur 50 000 autres, je m'en tape. En fait, une fois que j'en ai 15 000, c'est bon. Oui, non, on est d'accord. Donc, donc ces 20 000 comptes cibles, tu vas quand même faire le travail en amont de te dire qui ils sont pour ensuite travailler sur la mesure de l'engagement, etc. Ok. Tout ça, donc, tu vas le faire dans ton CRM. Et ensuite, du coup, ça nécessite aussi que tes BDR, dans leur travail de prospection, etc., il y ait vraiment un travail. Enfin, de toute façon, j'imagine que ton CRM, ça devient vraiment le centre névralgique où tu sais que tu n'es pas en train d'appeler une personne qui est par ailleurs travaillée, etc. On est d'accord. Ok. Bon, très bien. Tu as mentionné go-to-market, les personnes en charge du go-to-market. Qu'est-ce que tu mets dans la définition de go-to-market? Alors, à la base, pour qu'un programme marche, pour que n'importe quoi marche, ce qu'on se dit toujours, c'est qu'il faut des gens qui vont définir justement l'audience à qui tu vas parler, le message phare et tout. C'est soi-disant le PMM, d'accord? Ensuite, il y a le content qui est capable de faire la grosse pièce de contenu qui raconte l'histoire qu'on vient te dire qu'il fallait raconter. Et ensuite, tu as la demande gen. Leur travail à eux, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver des canaux sur lesquels diffuser tout ça. Sauf qu'une étape qu'on oublie énormément, c'est que juste trouver un canal, ça marche pas tant que ça. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est le canal à l'intersection de l'audience, la façon de consommer, les habitudes et tout ça. Et on le néglige encore plus en B2B parce qu'on n'est pas habitué à faire tout ça. Donc on fait un énorme travail sur l'amont où tu as PMM et content, mais alors demande gen. Si vas-y, démerde-toi, fais une campagne LinkedIn, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai foutu demande gen chez le PMM. Et j'ai appelé ça go-to-market, en mode, les gars, vous me faites des recommandations sur l'histoire, c'est très très bien. Maintenant, je veux des recommandations sur les canaux, sur les influenceurs, sur quel newsletter aller sponsoriser. Et vous fournissez ça en même temps que votre analyse de marché. Et le rôle de demande gen, c'est de discuter avec vous pour choisir dans tout ce que vous leur donnez, et de rajouter, eux, bien sûr, ce à quoi ils pensent, mais de choisir la bonne intersection, canal, histoire et ciblage, on va dire. Ouais,
Parce que tu vois, en fait, je pose la question parce que je vois de plus en plus de personnes qui... Enfin, déjà, le terme go-to-market, il devient de plus en plus important. Enfin, pour moi, il y a... Oui, non mais voilà, mais surtout, avant, j'avais pas l'impression qu'on utilisait autant l'expression go-to-market et maintenant, on l'utilise vraiment à toutes les sauces. Et je pense que beaucoup de gens en fait l'emploient sans vraiment réfléchir à mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire go-to-market. Donc c'est pour ça que je me permets de poser la question. Et souvent en fait j'ai le sentiment que ce que la plupart des gens aujourd'hui appellent go-to-market, c'est ce qui finalement est une fonction revenu. C'est-à-dire c'est à la fois le marketing et à la fois les sales. Et donc go-to-market c'est c'est un peu cette espèce de truc global qui génère du revenu. Non, toi là on est vraiment sur littéralement la mise sur le marché. Oui. Oui, c'est vraiment très très concret. Hein. Mais oui, comment on va au marché avec le produit qu'on doit vendre. Mais totalement. Mais du coup, moi, dans ma position, tu vois, qu'il y a un prestataire de service, etc. Il faut que je m'adapte au vocabulaire de mes clients. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un client, il va m'utiliser une expression et puis je vais avoir la même expression chez quelqu'un d'autre, mais ça ne voudra pas dire la même chose. Ouais. Tu vois. Et mettre des GTM engineers dans la boucle. Exactement. Des GTM engineers qui s'occupent beaucoup de faire de l'outbound. Tu vois, donc en fait, du growth et du RevOps, et du coup on appelle ça GTM Engineer. Exactement. Et donc le truc c'est, on avait eu cette discussion avec mon cofondateur Enguerrand où en fait, il y a eu un moment donné, on s'est dit mais les gens ils veulent dire quoi par go-to-market? Parce que go-to-market littéralement c'est mise sur le marché, donc c'est effectivement merci PMM Dimension, tu vois, mais on se rendait bien compte qu'il y avait un problème là, on n'était pas en train de parler de la même chose, tu vois. Et puis du coup maintenant effectivement les GTM Engineers et tout, bon bref, mais du coup voilà, ça permet de bien recadrer parce que je pense qu'il y a des gens qui vont entendre et qui vont pas, tu vois. Oui, t'as raison. Surtout que avant j'avais beaucoup le discours de j'ai pas assez de leads de la part des CEO, maintenant c'est j'ai un mauvais GTM. En fait ils veulent dire la même chose, ils veulent dire j'ai pas assez de leads. Exactement, mais avec un terme un peu plus technique. Oui, ils ont l'impression que du coup ils ont maîtrisé le sujet marketing. Ouais, complètement. Ok, intéressant. Et donc effectivement chacune des équipes a des objectifs, en fait toutes les équipes ont un objectif de taux de conversion. Oui. C'est juste que la première équipe a également un objectif de volume. Alors c'est que tout le monde a un domaine qui est chasse gardée, mais en plus ils sont en charge de générer leur propre business. Oui. Donc il y a quand même une partie de volume et de conversion dans tous les cas. Dans tous les cas. Ok, intéressant. J'ai envie qu'on parle un peu d'IA. Oui. Qui est le nouveau sujet du moment, je sais pas si t'en as entendu parler. En fait, qu'est-ce que vous faites avec l'IA? Ouf, alors c'était sûr que c'est juste ça la question parce que la réponse va être super longue. Non mais, évidemment, vous en mettez un peu de partout, mais alors je vais poser la question différemment. Qu'est-ce que vous avez mis en place et sur lequel tu te dis ça c'est vraiment le truc sur lequel il y a des vrais gros impacts qui sont transformatifs pour la boîte, tu vois? J'ai envie de te dire c'est une philosophie, c'est de l'avoir pensé en système. Ce que je vois beaucoup, c'est les gens sont hyper hypés, ils vont tenter un petit POC sur un petit use case qu'ils ont et le truc il va vivoter tout seul dans son coin, il va mourir de sa belle mort quand quelqu'un va arrêter de le mettre à jour ou autre. Sauf que ce qu'on a dit, nous, c'est l'inverse. On a regardé tout le funnel, on a regardé toutes les étapes qui marchaient pas bien et celles qui nous coûtaient trop cher pour fixer avec de l'humain. Désolé, je parle vachement argent. Mais c'est très bien. Il faut que ce soit rentable ce qu'on fait. Donc, on a regardé toutes ces étapes-là et on a vu des éléments, par exemple, stupides, mais quand tu montes en taille de compte, tu as forcément beaucoup plus de besoins d'un point de vue légal. Tu vas commencer à recevoir des RFP. Est-ce que ça vaut le coup d'embaucher un juriste qui va traiter 3 deals dans le mois? Ou d'avoir une armée de pré-sales pour les fois où ton panier moyen, il explose? Non. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est ça, par exemple, on a un agent légal. On a un agent de réponse à RFP. Et en fait, on a construit comme ça des petits use cases sur tous les endroits où on avait vraiment besoin de ressources, de bras en plus, et on n'avait pas soit pas les compétences, soit pas le temps. C'était la première étape. Une fois qu'on a construit tous ces petits agents qui vivaient les uns à côté des autres, un peu comme tout le monde, on s'est posé la question déjà comment tu les maintiens. Et donc trouver un honneur pour ces sujets-là. Et ensuite, comment t'en fais un vrai système? Et tu sors du côté de petit agent créé sur Claude ou sur ce qui te fait plaisir à une vraie logique. C'est l'étape qu'on est en train de boucler là. C'est-à-dire qu'on est sorti d'époque, on a commencé l'industrialisation. Je donne des exemples tout bêtes. List building. Aujourd'hui, tu as des MQL dans ta base de données. Tu as des BDR qui traitent ces MQL. Comment tu fais dans la plupart des boîtes? Tu dis au BDR, celui-là, faut que tu l'appelles. Tu appelles ça comme tu veux, tu fais du scoring, peu importe. Et son comportement va driver ce qu'on va lui envoyer par la suite. Donc plus tu acceptes de leads qui ressemblent à ça, plus Claude va se dire, c'est des bons leads, donc je vais t'en envoyer plus qui ressemblent. Donc on se sort de toute la partie scoring, en fait, qui est hyper chiante à maintenir, avec juste un système de je prends pas, je réussis pas. C'est le swipe Tinder, quoi. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Hein. Et on assume et on dit ne le prends pas si t'en veux pas, parce qu'on va t'en donner plus des pareils. Donc on va te choisir. Ok, mais moi j'ai l'impression que donc il y a un système de feedback loop. Oui. Mais cette feedback loop, à un moment donné, il faut qu'elle ait un impact sur les personnes en entrée.
Et bien justement, c'est que si jamais... En fait, vu que, par exemple, l'équipe de Mangen est initiativée sur le volume de MQL qui réussit à convertir, si les BDR les renvoient, c'est non plus des MQL, donc ça ne les intéresse pas de générer ce type de lead. D'accord. Donc ils vont créer plus de campagnes qui donnent le bon type de lead. D'accord. Ok. Et ça marche pour toutes les étapes. Oui. C'est pareil entre la brand et la conversion. Si les pièces de contenu n'ont pas généré les volumes attendus, et ben la brand sait qu'elle doit les changer. Parce que eux, pareil, ils ont un volume à faire sur le mois. Donc c'est leur problème. Je donne un exemple tout bête, ils m'ont donné le plan là, de Q3. Et je vois sur le plan, et je vois quelque chose qui est quand même très bas de tunnel. Et je fais, les gars, à mon avis, ça, vous n'aurez pas le volume. Donc ça va vous mettre à mal pour l'ensemble du quarter, parce qu'en plus, vous l'avez prévu en début de quart. Ils se disent, on n'y a pas pensé. Je dis, oui, mais vous avez un objectif de volume. Donc si vous voulez le faire, allez-y, prévoyez un plan B qui dit que si vous n'avez pas le volume, ou alors que vous n'avez pas le volume, mais ça ne convertit pas mieux que le reste, parce qu'en fait, ils peuvent retomber sur leurs pieds comme ça. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Mais ça ne convertit pas mieux que le reste, il faut que vous me proposiez autre chose. Et tu vois, cette façon de raisonner, elle n'est pas naturelle encore. Ouais, ok. Bon, donc, par contre... l'IA, du coup, on sort peut-être de l'IA. Et donc, maintenant qu'on a la première étape, qui sont les agents, maintenant, on a l'IA dans ce côté de feedback loop, de comment est-ce que maintenant que j'utilise ce truc, quel impact ça a sur l'équipe qui est en amont de moi. Donc, la deuxième étape. En parallèle, ça demande quand même un gros travail sur la data. Donc, le cleaning de data, sur le dashboarding chez nous. Là, on a un peu le problème de riche, qui est qu'on a 50 millions de dashboards de partout, parce que la facilité de faire des dashboards est devenue... Voilà, elle est là, on le sait. Donc maintenant, je suis en mode méta-dashboard. Maintenant que vous avez tous fait vos dashboards hyper sympas de votre côté, est-ce que je pourrais tout rapatrier, s'il vous plaît ? Donc voilà où on en est. C'est pas ultra fancy, c'est pas le use case qui fait rêver. De notre côté, c'est vraiment très méthodo. On a réglé des problèmes, maintenant que les problèmes sont réglés, c'est comment tu t'assures que le problème, il n'arrive plus. Un exemple tout bête, outil RFP. Ok, maintenant qu'on a un outil RFP, qu'on sait dégager les mauvais, comment est-ce qu'on s'assure de ne récupérer que les bons en entrée ? Quels sont les critères qui font que c'est un bon RFP qu'on va recevoir, donc on aura moins besoin d'utiliser cet outil précisément. Ouais. Etc. Ok, et donc réponse au RFP également aidée par IA. Oui. Ouais. En fait, j'ai l'impression aussi, tu vois, quand je prends tes différents use cases, et je trouve que RFP et légal, c'est vraiment des use cases parfaits où en fait, c'est une compétence et ça prend beaucoup de temps. Oui. Et en fait, quand tu te dis, c'est une compétence spécifique et en plus de ça, ça prend beaucoup de temps de traiter, en fait, l'IA, c'est juste parfait pour ça. Exactement. Ton agent, tu le déroules sur cette compétence-là et il te réduit le temps, mais c'est un truc de dingue en fait. Et avant, j'avais une petite crainte qui était que personne n'est là pour backup. On a un avocat, bien sûr, mais personne n'est là pour backup. Et en fait, on a regardé et fait, OK, quel est le risque ? En vrai, s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas énorme. OK, donc je prends le risque. Quand j'ai vraiment un doute, j'appelle l'avocat ou autre, mais 90% des cas sont traités. Mais bien sûr. Donc oui, après c'est le coût de ton risque et voilà, mais c'est calcul cost-bénéfice. Le prochain outil qu'on met en place au 1er juillet là, c'est un outil qui va faire de la démo automatisée. Est-ce que ça veut dire que je veux plus qu'il y ait de démos faites par les sales ? Pas du tout. Mais je pense que pour 80%, encore une fois, on est PLG vers mid-market, bien sûr. Pour 80% des deals, je pense que c'est ultra transactionnel et que tu n'as pas besoin de mettre de l'intelligence humaine qui coûte une blinde et encore une fois qui a de la valeur là-dedans. Si tu mets des sales à traiter des deals à 200 balles, le sales il va être extrêmement énervé, il va se barrer parce que il n'est pas payé pour faire ça. Toi-même, il te coûte trop cher pour ce que c'est, donc tu es un peu emmerdé parce que dès qu'il en signe plus, finalement, tu t'y retrouves pas. Et ensuite, ça t'empêche de vraiment libérer du temps pour aller sur le plus haut de segment. Et tu te contentes de ta petite croissance qui m'arrange pas. Et pour autant, tu sais qu'il y a besoin de ce contact ou de cette démo, sinon la personne ne convertit pas. Donc exactement. C'est pile poil le truc entre deux là. D'où le truc, c'est-à-dire qu'il va y avoir cet outil de démo agentisé. En revanche, on a mappé tout le parcours idéal et tous les points de drop. Et tous les points de drop, c'est OK, un humain reprend la main. Parce qu'on lance là, donc au début, en vrai, ça va nous enlever quoi ? Peut-être 10 à 20% des calls de démo. Mais c'est pas grave, on va itérer dessus. Voilà. Exactement. Une fois qu'on aura compris, c'est OK, quel est le problème ? À cet endroit-là, vraiment, ça drop, on met toujours un BDR. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la friction et du coup, d'avoir un BDR ? Et pareil, on va progresser étape par étape. Et une fois qu'on a fait les étapes, feedback loop, OK. Si c'est toujours ce pattern de gens qui coincent à cette étape-là, est-ce qu'on en veut ou pas comme client ? Non, on arrête les campagnes qui ramènent ces gens-là. Oui, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Cette phase de démo, c'est vraiment une construction très product. Oui. Comme un onboarding de produit, tu vois, où tu te dis il faut que je conserve les gens et tout. Est-ce que l'équipe product est impliquée dans cette partie-là ? Alors, oui, en partie. C'est-à-dire que en fait, c'est notre solution consultant qui gère ça, qui gère cet outil. Donc, il est déjà en relation au quotidien avec le produit pour justement travailler l'environnement de démo, les différents pitchs, etc. Ouais. Mais en même temps, l'IA te permet de pas prendre trop de temps à l'équipe product parce que tu vas pouvoir sortir des écrans rapidement. En fait, on a trouvé un outil où en fait, juste tu le briefes et il se promène dans ta plateforme. Tu lui donnes accès à tout ce que tu veux et il se promène vraiment dedans, il clique, il donne un avis sur les onglets.
Donc, tu n'as pas besoin de faire des vidéos, des screenshots et tout. Il se débrouille. C'est quoi le nom du produit ? Le nom du produit. Lequel on a choisi ? Je ne sais plus. Karumi. Comment ? Karumi. Ok, j'ai jamais entendu parler. C'est vrai ? Bah écoute, on teste. Ouais. C'est bien fait pour aller l'utiliser. Exactement. Top. Ok. Et donc oui, moi j'ai l'impression que quand même vos cas d'usage IA, ils sont très spécifiques. Ça part pas dans tous les sens. Ça règle un problème. Voilà. Je reviens aussi sur le sujet des... En fait, j'ai pensé à ça au moment où tu as parlé des dashboards. Ouais. Un cas que j'ai déjà vu dans pas mal d'équipes, c'est le fait de trop faire confiance à son IA. Oh que oui. Donc tu sais déjà où je vais parce que j'ai fait le lien avec les dashboards, mais le nombre de boîtes où en fait quand tu as ton dashboard, tu as la data, tu penses que ta data elle est correcte et puis ensuite tu vas vérifier à la main et tu te rends compte qu'en fait ton dashboard il te dit n'importe quoi. Ça arrive dans beaucoup d'équipes. Oui. C'est quoi le process que vous employez dans la mise en place de l'IA pour éviter ce genre de truc ? Alors, ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est quand l'IA commence à déconner, c'est parce qu'on l'a mal nourri en amont ou qu'on a laissé de l'imprécision s'installer. Tout à fait. Ça, c'est clair. L'exemple typique que j'ai, parce qu'on le fait tous les jours, c'est on va créer une page Notion pour un lancement de projet qu'on va faire avec l'IA. Donc, on va pas la corriger parfaitement. Il va y avoir 2-3 merdouilles qui traînent. Sauf que ça va servir pour briefer l'IA sur un autre projet. Et au fur et à mesure, les problèmes grossissent. Et au final, on se retrouve avec un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu voulais faire à la base. Ok, exemple typique. Même chose sur les dashboards. Celui que tu as un chiffre faux, il va s'en servir comme base et le répliquer partout. Donc, le secret, pour moi, c'est c'est multiple. 1, les sources de données, et 2, à qui tu donnes accès à ce doc. Première chose, les sources de données. C'est-à-dire que je le fais à l'envers, qui est que les docs que l'IA va utiliser sont faits par des humains. Un exemple tout bête, mes équipes commerciales, tous les mois, me fournissent un MBR, donc Monthly Business Review. C'est les performances de chaque AE, les stats de chacun et autres. Donc, ils peuvent utiliser l'IA pour créer ce document, mais ils le revoient à la main et je veux un commentaire humain sur chacune des performances. Et c'est ça que j'ai utilisé pour mon dashboard, parce que ce doc a eu le stamp humain. Donc, je suis OK pour m'en servir. D'accord ? Et c'est ça pour tout. Je ne veux pas du Salesforce extract en bulk. Si jamais je veux de la data, je veux qu'elle soit dans un doc qui peut être rempli via Claude et Salesforce, mais qui est vérifié par un humain avant d'aller dans le méta-dashboard que moi je vais utiliser au quotidien. Et chaque personne est responsable des données qui vont arriver jusqu'à moi. Deuxième chose, c'est à qui tu donnes accès à ce doc. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas le lire. Je vais te donner un exemple. J'avais un BDR, donc ce mois-ci, qui est à 0 en pipeline généré. Donc évidemment, j'ai eu mon collègue avec les RH tout à l'heure qui m'ont dit « mais il est nul, il faut le virer ». Je fais « non, regardez bien dans le doc. Là, il n'a rien qui est validé, mais il a 20 cas en pipe. C'est juste que les meetings n'ont pas encore eu lieu parce que l'AE qui sert était absent la semaine dernière. » C'est tout con. Évidemment que ça paraît évident. Le premier truc que j'ai fait quand ils m'ont dit qu'il était à 0, c'est de regarder ce qu'il avait en pipe. Mais ça, c'était pas dans le dashboard. Oui. Donc, si la personne n'est pas formée à l'utilisation de ce dashboard et que ce n'est qu'un outil d'aide à la décision et pas un outil de décision, c'est là que tu te formes. Oui, mais au final, c'est exactement le même sujet que l'IA. Enfin, là, ce dont tes RH avaient besoin, c'était d'un contexte. Et ce dont l'IA a besoin pour performer, c'est d'un contexte. C'est ça. Et le contexte doit rester humain, parce qu'il n'y a que l'humain qui a ce niveau de nuance. Bah oui. Simplement. C'est pour ça que je dis, quand je crée mes dashboards, c'est fait sur des documents avec du contexte donné par humain. Je ne veux pas à la stat du gars, je veux pourquoi. Cette stat, est-ce que c'est important ou pas ? Et je pense, ou alors c'est parce que je suis nul, mais je ne veux pas faire l'impasse sur cette étape. Ok, si je me fais un peu l'avocat du diable, vas-y. Tu n'as pas la garantie que la personne n'a pas mis un commentaire humain sans analyse. Oui. Tu peux très bien mettre un commentaire bête et méchant sur une data que va te donner de l'IA, exactement. Tu vois. Surtout les juniors, on le sait tous, les slides avec le diagramme a augmenté de 40% ce mois-ci, point. Voilà le commentaire. Oui. Donc, tu vois, le truc, c'est que je comprends l'intention, mais ça ne te garantit pas. Pas du tout. Il n'y a rien qui garantit. On est d'accord, voilà, c'est ça que je voulais t'entendre dire. Ah, pardon. Non, il n'y a rien qui va garantir. La seule chose que ça va garantir, c'est que quand j'ai ces infos, moi, donc, je peux utiliser mon esprit critique pour aller creuser. J'ai à tous les AE de poser une question lors d'un call avec leurs prospects qui était tout bête, c'était « Quelle est votre plus grosse problématique autour de la gestion de contenu aujourd'hui ?» Basique comme question. Sauf que, combien de temps tu penses que ça mettrait d'analyser à la main des réponses en plein de langues différentes qui sont pas forcément au fil de l'eau, pas forcément structurées ? Nous, on a utilisé l'IA, pourquoi ? Pour rassembler, collecter toute cette information. Et justement, faire des résumés. Et le rôle du PMM, c'est d'aller creuser. Lorsque justement, il est alerté. 90%, c'est de l'obvious. Ça va conforter des idées qu'on a déjà. Mais l'important, c'est, OK, lui, il n'a pas pensé pareil. Pourquoi ? Et tu vas écouter ce call-là pour comprendre le use case. Or, tu vas te rendre compte que sur ce vertical, tout le monde pense la même chose. Tu vas en écouter 2-3, tu vas dire, bon, OK, a priori, ça c'est cohérent, j'ai pas besoin d'y passer du temps. Ce que fait l'IA, c'est de te permettre d'identifier dans l'immensité des choses que tu as à faire, les sujets qui méritent que tu y passes du temps.
Sinon, tu traites tout pareil. Si on avait juste posé cette question, la personne aurait posé la même question, il aurait consacré autant de temps à essayer de comprendre toutes les industries. Sauf qu'en fait, il y avait peut-être 2 à 3 industries où on a besoin de creuser. Et typiquement, ce que ça nous a permis de sortir, ça nous a permis de sortir 4 à 5 use cases. On les avait déjà, en vrai. Donc ça nous a plutôt conforté sur les 4 à 5 use cases, mais on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas la bonne priorité que nous, on allait y mettre. Un exemple tout bête. Nous, on avait dépriorisé le use case de founder ou boîte tech, la personne qui doit poster en son nom et au nom de sa boîte sur LinkedIn. On l'avait dépriorisé, pour nous, c'était un petit use case. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les boîtes, les social media managers disaient « mon patron a ce problème ». Et du coup, on s'est dit, peut-être qu'on va le reprioriser, parce que s'ils ont tous ce problème de leur boss et que c'est le boss et que c'est lui qui a l'argent, ça vaut peut-être le coup qu'on en parle un peu plus. Mais l'IA tout seul aurait pas pu le spotter, ça. Mais l'humain tout seul non plus. Oui. En fait, on pense la même chose. C'est juste que... Non, mais en fait, on pense la même chose. C'est juste qu'on positionne pas le rôle de l'IA au même endroit sur le use case PMM. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis 100% d'accord, par contre, pour dire la manipulation de la donnée et l'analyse de données, c'est un use case sur lequel l'IA, elle est imbattable. Ouais, tu peux pas. C'est imbattable. Tu veux pas lutter, en vrai. Voilà, non mais exactement. Mais je considère que le fait qu'un PMM, une partie de son activité, ce soit de l'analyse de données, c'est même à peu près pas normal, tu vois. Tu vois, ils doivent le faire, mais en fait, c'est tellement une compétence particulière, etc. Finalement, c'est cool, maintenant j'ai l'IA qui me permet de faire ça, je peux me concentrer vraiment sur là où moi je vais être capable d'apporter de la valeur, mais on est d'accord que là où le PMM peut vraiment apporter de la valeur, l'IA en apporte pas vraiment. Non, enfin, l'IA va t'apporter de la valeur moyenne, de la moyenne de tout ce que les gens qui ont posé ce type de questions ont eu comme réponse. Bien sûr. Donc tout dépend de ton attente. Je comprends très bien ceux qui se disent ça c'est pas un sujet prioritaire, mais j'ai besoin d'occuper un peu l'espace, je vais faire du moyen bof, je vais mettre de l'IA dessus parce que j'ai pas le temps. Mais on en revient à la même chose, c'est juste que du coup ton arbitrage il est plus haut et tu te dis que j'accepte que ce sujet, tout à fait, je m'en foute. Mais c'est un sujet d'arbitrage. Exactement. On est clairement là-dedans. Ouais. C'est de la ressource. Et aujourd'hui, l'humain coûte plus cher que l'IA. Aujourd'hui, peut-être qu'on changera le rapport de force bientôt. La semaine dernière, on a eu une petite fenêtre sur les nouveaux modèles qui vont bientôt coûter autant que l'humain. Tu te dis, bon là en fait, on va revenir sur des questions fondamentales, quoi. Mais c'est ça, en fait, j'ai ce volume de ressources, j'ai cet argent. Je le mets où ? Qu'est-ce qui doit être automatisé là où je peux gagner de l'argent et qu'est-ce qui doit être fait par un humain ? Et c'est que des arbitrages. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça parce que du coup, on enregistre au moment de Vivatech, voilà. Et un des sujets hier qui était un petit peu revenu, c'est effectivement quand tu vois les nouveaux modèles qui sortent, Claude, les modèles très puissants, etc. Puis, tu vois, il y a aussi cette question du modèle économique de ces entreprises où, ok, bon, il y a un moment donné, il faut que tu prennes tout le marché, tu lèves beaucoup d'argent, etc. On connaît, tu vois, c'est voilà. T'arroses. Il y a un moment donné, il faut retrouver une équation économique, voilà. Donc ces modèles, à un moment donné, ils vont se mettre à coûter plus cher. Et quand tu vois que ton IA, elle va en venir à te coûter autant que tes humains, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui se disent « Ah bah vas-y, volume », en fait, ils vont en revenir à des questions, et je pense, un peu de la même manière que avant, tu te disais « Est-ce que vraiment je recrute cette personne ?» Là, ce serait un peu le même genre de réflexion que tu pourrais avoir via l'usage de l'IA, tu vois. J'ai envie de te le nuancer un peu. Ouais. Qui dit que, rappelle-toi, à l'époque des premiers ordinateurs. Enfin, j'étais pas né. Connu cette époque. Mais en gros, avoir un peu de mémoire en plus, ça coûtait une fortune. Oui. Maintenant, le prix du Tera, c'est quelque chose. C'est vrai. Je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, ça coûte cher parce qu'on utilise aussi les mauvais outils pour les mauvaises tâches. Parce que moi, typiquement, j'ai Opus 4.8 qui est réglé par défaut parce que. Mais pareil. Parce que je vois pas la différence. Oui, si tu veux. Puis à 200, dans le forfait max, en fait, jamais t'atteins la limite. Dès que tu fais de l'image, mais bon. Tous les jours. Mais ça passe, tu vois. Donc on n'a pas ce besoin de se restreindre. Si demain je me dis, ok, j'ai ça comme crédit, il faut vraiment que ça tienne jusqu'à 17h, parce que là, je t'assure qu'en 15h, j'en ai plus, je suis énervée. Donc il faut que ça tienne jusqu'à 17h. Là, tu vas commencer à utiliser différents modèles. C'est vrai. Et le prix des petits modèles va pas forcément être plus cher. Et la plupart des tâches dont tu as besoin, par exemple, je sais pas, gérer ta boîte mail, mettre à jour de la doc suite à des calls que tu as fait, tu peut-être pas besoin de plus 4.8 en fait. Complètement. Et d'ailleurs, je pense que la majorité des tâches marketing d'une manière générale ne nécessitent pas les meilleurs modèles, tu vois. Enfin, je pense vraiment. Me dire, on va arriver dans un nouveau truc où avant on disait que le marketing n'était pas un vrai métier parce que c'était du bon sens. Maintenant, on va dire que ça prend pas beaucoup de crédit, donc ça n'a pas de valeur. Exactement. Non, mais voilà, enfin, tu vois, c'est quand même aussi un peu l'opportunité, c'est de se dire, bon, en réalité, ce qu'on produit, c'est pas comme si tu devais faire de la recherche fondamentale, par exemple. Exactement, avec une grosse puissance de calcul, non. Tu vois, enfin, bon. Ok, j'ai envie de finir sur un sujet un peu d'ouverture. Vas-y, ouvre. Qui est, donc dans la préparation de cet épisode, tu m'as parlé un peu de, à côté aussi, le fait que tu essayais de concilier donc ce nouveau rôle, c'est encore assez nouveau, on est d'accord, voilà. Nouveau rôle, vie de famille, entraînement pour prétendre faire du sport à l'international. Oui. Comment tu fais pour gérer tout ça ? C'est quoi tes sujets de productivité ? Je pense que ça paraît à beaucoup de monde si on dit que l'imprévu, c'est horrible. C'est vraiment... Ouais, toi, tu sais, t'es jeune papa. Voilà.
Non, mais je m'entraîne 5 fois par semaine, mine de rien. Donc chaque fois, c'est 1h30 à 2h. Donc il faut que ça rentre dans un emploi du temps. Comme tout le monde, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que si j'ai 1 heure le midi, je vais réussir à caser 45 minutes d'entraînement. Ça m'en fera toujours ça de moins à faire le soir. Je vais m'entraîner. Souvent, je mets les enfants à table et je vais m'entraîner. Parce que pas le choix, il faut que ça rentre. Ou alors je mange avec eux et je m'entraîne après. Ou alors je me réveille plus tôt et je m'entraîne avant. Le week-end, ils savent qu'en général, tout ce que j'ai pas pu faire pendant la semaine, je récupère le week-end. Donc c'est vite, maman, elle est pas là pendant 3 à 4 heures. Ce qui a vraiment changé ma vie, c'est que j'ai fait une salle de sport chez moi. Parce que déjà. J'allais poser la question. Parce que je me dis, mais attends. Au début, j'y arrivais pas. Donc là, c'est chez moi maintenant. D'accord. Mais au début, j'avais rien comme matériel. J'avais quoi, une barbelle et puis quelques poids et puis point. Hein. C'était très roots. Maintenant, j'ai une vraie salle où je peux m'entraîner, ce qui est sécurisé, etc. Par étapes. Ouais. Et donc, tu as un coach qui vient à la maison ? Alors, j'ai 2 coachs, parce qu'en fait, je fais 2 sports à l'international. Je fais de l'haltérophilie et de la force athlétique. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la semaine prochaine, j'ai les championnats d'Europe d'haltérophilie et les championnats de France de force athlétique. La même semaine. Je suis extrêmement énervée. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vas finir ta semaine. Sur les rotules. C'est clair. Donc, j'ai des coachs qui me suivent en vidéo. Et haltérophilie, je suis dans un club d'haltéro. Donc, parfois, j'y vais quand je peux le soir. Sinon, mon coach vient à la maison. Et pour la force, c'est à distance. Et elle vient avec moi sur les compétitions uniquement. Ok. Et du coup, on commence à se lancer dans ce sujet-là, mais sujet sécurité, effectivement, parce que tu fais des sports où généralement tu as des gens qui sont là pour un peu veiller au grain, tu vois. Toi, tu es chez toi, voilà. Enfin, ok, j'ai mis les enfants à manger, et puis moi, en fait, je me fais coincer sous la barre, il se passe quoi, en fait, tu vois. C'est pas possible, parce que justement, le matériel est sécurisé. Un exemple tout bête, c'est le bench, tu vois, quand tu fais du développé couché. Voilà. Moi, sur mon banc de développé couché, j'ai des sécurités sur les côtés qui fait que si la barre tombe, elle est au-dessus de mon cou. Ouais. C'est des bancs de compétition, en fait. C'est comme ça. Pour faire du squat, j'ai une cage à squat avec des montants, ce qui fait que même si je m'effondre, la barre elle reste dessus et moi je suis en dessous en sécurité. L'haltérophilie c'est un peu plus dur parce que tu n'as pas de barre, donc c'est pas très lourd. Ouais. Donc ça va. Mais j'ai par exemple des plots de jeté, ce qui fait que quand je fais les choses lourdes en hauteur, j'ai des plots, ce qui fait que si la barre tombe, elle tombe dessus et elle m'écrase pas. Ouais. Le risque zéro n'existe pas. Mais j'ai mon téléphone pas loin et j'ai de la sécurité. Et puis c'est toujours une affaire d'arbitrage, on en revient toujours à ça. Mais c'est pareil, tu peux te casser une jambe en courant, hein, tu sais, si tu vas jusque là. Non, mais c'est vrai. Ok, excellent. Mais donc oui, finalement le hack, c'est juste de super bien organiser sa journée. Et de fuir les imprévus, comme la peste. Je pense que tous les parents ont ça, hein, tu fuis les imprévus. Déjà, les gens qui t'appellent entre 18h et 20h, on en parle de cela. Ouais. Voilà, quand t'as le tunnel du soir, je fais non, je préfère prendre des réunions après 20h, une fois que j'ai géré les enfants. Mais dans l'intervalle, vous m'oubliez, je suis pas joignable. Il y a aussi le fait que, qu'est-ce que tu fais ? Je donne un exemple, c'est si jamais je me qualifie pour les championnats du monde, la semaine d'avant, j'ai mon off-site avec tout le COMEX. Pendant une semaine, je vais faire quoi ? Comment ? Pour manger. Parce que qui dit pré-compète, dit nourriture de pré-compète. Donc est-ce que je vais assumer d'être la chiante qui va dire non, je mange pas tout ce que manger qui est très fancy, mais je ramène toute ma nourriture ? Ou est-ce que je trouve une façon d'arranger sur place ? C'est plein d'arbitrage à faire, encore une fois. Ouais. Je vois très bien, j'ai le même genre de problème. Tu vois, ce week-end, je vais faire un call en vélo, mais c'est une semaine parisienne. Généralement, une semaine parisienne, c'est un moment où le soir, je vais boire des coups, etc. Non, là, il faut que je me tienne. Là, il faut que je me tienne. Tu vois, cette semaine, je sais que voilà. Ok, super intéressant. Mais tu arrives à dormir 8 heures par nuit ? Ouais. Bah oui, parce que l'avantage c'est que tu dors très très bien, parce que la fatigue, elle t'assomme. Oui, ouais, ok, d'accord. Bon, très cool. Dans l'audience, il y a des gens qui font du marketing. Tu adresses une audience qui fait du marketing. C'est aussi le moment, tu vois, de pouvoir parler des prochaines étapes là pour finir sur Agorapulse. Qu'est-ce qui va se passer prochainement ? Donc rappelons, Agorapulse, c'est une solution de gestion des réseaux sociaux. Donc ça veut dire que la personne a une problématique de pouvoir publier sur des réseaux sociaux en masse, de répondre à tous les messages privés qu'elle va recevoir, donc via l'inbox, ou de pouvoir ne serait-ce que reporter sur l'ensemble de son activité. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. On lance, comme je le disais, dans 2 semaines Archie, qui est un nouveau, je ne sais pas quand l'épisode va sortir, il sera peut-être déjà sorti d'ici là. Oui. Donc Archie, qui est un produit qui nous permet justement de répondre à la problématique principale des boîtes mid-market aujourd'hui, qui sont qu'elles ont plein de contenu dans tous les sens. Et elles ne savent jamais quoi en foutre. Et elles ne savent jamais comment l'utiliser au mieux, notamment sur les RS. Ce qui se passe souvent, c'est que tu as ton pauvre gars des RS, il y a tout le monde qui lui envoie plein de pièces de contenu en disant « fais-moi un post s'il te plaît ». Et on sait que ça ne marche jamais. Oui. Voilà. Donc l'idée, c'est cette personne va être capable de mettre dans Archie sa pièce de contenu, son podcast, par exemple, de pouvoir mettre son e-book, et automatiquement, Archie va découper sa vidéo en short, qu'elle va pouvoir poster sur Insta, par exemple. Va lui proposer des hooks, donc des approches, pour être capable de parler de ce contenu de plein de façons différentes. Va rédiger elle-même les posts qui correspondent à son tone of voice et à celui de l'entreprise. On va être capable également d'intégrer des notions de design, si on a rentré dedans toutes les guidelines de l'entreprise. Donc en gros, ça simplifie le délai et les prises de tête entre j'ai produit ma grosse pièce de contenu et cette grosse pièce de contenu, je vais vraiment l'exploiter au maximum sur le marché.
Et pas m'arrêter à je l'ai publié une fois, j'ai envoyé un email et je suis passée à la suivante. Ok. Et quand on parle de réseaux sociaux, c'est aussi bien les pages entreprises que les pages personnelles ? Ouais. Tu peux avoir les deux. Ok. Merci, Selma, pour tout ça. Et donc, pour les personnes qui veulent suivre ce que vous faites chez AgroApple, tu t'es mis du coup à poster beaucoup sur LinkedIn depuis que tu es chez AgroApple. C'est très cool. Voilà. En fait, je suis obligée parce que c'est comme ça que je comprends les vraies problématiques de ma cible. Bah, bien sûr. Si je le fais pas. Mais non, mais moi, quand j'ai vu que tu te mettais à publier beaucoup, je me suis dit, Elle a compris son métier. Elle est chez AgroApple. Non, mais c'est très cool. Merci d'avoir partagé tout ça. Pour les personnes du coup qui veulent suivre ce que tu fais, on les envoie sur LinkedIn. Oui, et puis voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!